Merci tout d'abord à Claudine de m'avoir invité à traiter ce sujet devant vous. Et puis, je saisis cette occasion pour dire au Fonds français de l'alimentation que, manifestement, la recherche sur ce sujet n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque vous proposez de remettre des incitations à la recherche. Je pense que c'est un point très important. Et puis, la morale de la présentation que je vais essayer de vous faire est très simple. Vous allez voir que nos pratiques ne sont pas du tout alignées sur les connaissances dont nous disposons. Alors, je crois qu'il faut essayer de faire, dans la mesure où on le peut, table rase de tout ce qu'on nous a dit. Quels apports, d'abord? À quel moment? Quelle est la situation actuelle? Eh bien, il y a une offre que j'ai trouvée sur Internet, mais que vous connaissez très bien, qui est très diverse, qui est très facilement accessible, éventuellement par téléachat, et qui, en général, sauf pour celles ou ceux qui se préoccupent de choisir un garçon ou une fille par leur consommation alimentaire, généralement ne concerne justement que la grossesse, voire même une partie de la grossesse. Par exemple, à partir du 4e trimestre. Donc on a une offre. On a des pratiques. Et là, je cite le syndicat des obstétriciens. La première mesure biologique qui peut avoir une pertinence nutritionnelle est faite entre la 25e et la 28e semaine. C'est la mesure de l'hémoglobine. Et on a un résultat, merci Marie-Aline, à partir d'Éden, les communications personnelles hier soir. La question posée au 3e mois, avez-vous pris des vitamines ou des minéraux dans les 3 mois précédant votre grossesse? Un petit tiers de femmes l'ont fait, mais on ne sait pas très bien dans quelles conditions, on en reparlera éventuellement après. Avez-vous pris des vitamines? Cette fois, la question est posée après la naissance, et on a une valeur qui est complètement différente. La plus des 2 tiers, les 3/4 des femmes l'ont fait. Donc en réalité, alors on a une valeur équivalente dans l'enquête NAINS, où on voit que les femmes en dehors de la grossesse, consomment assez peu, si on peut dire 23% est peu, assez peu de suppléments ou de fer, et que, en fait, les femmes, au cours de la grossesse et de la lactation, consomment des compléments apportant du fer. Ce qui fait qu'actuellement, on peut dire que nous avons, chez presque toutes les femmes en France, une prescription de fer à partir de la 26e semaine, c'est-à-dire à un moment où on va le voir, ça n'a plus aucun intérêt, et des prescriptions vitaminiques qui sont pratiquement inconnues. On ne sait pas très bien ce qui se passe. D'ailleurs, c'est une chose qui mériterait d'être étudiée, parce qu'avec Marie-Aline, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur la consommation des compléments et des suppléments dans cette situation. Et puis, vraisemblablement, une majorité de prescriptions ou de consommation en fin de grossesse. Alors, à quoi ça ressemble, ça, par rapport aux besoins tels qu'on peut les connaître? Alors, je ne vais pas vous traiter, bien entendu, l'ensemble des besoins. Ça dépasserait largement le temps qui m'est donné, mais j'en ai pris quelques-uns. D'abord, pour ce qui concerne l'apport énergétique, on est réduit à l'empirisme. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le besoin en énergie pour la croissance fœtale est ridicule. C'est de l'ordre de 12% du coût total de la grossesse. Et vous voyez que l'immense majorité du coût total de la grossesse correspond à 2 adaptations métaboliques maternelles. La première est l'augmentation du métabolisme de repos au cours de la grossesse, et la deuxième, c'est l'augmentation de la masse grasse de l'ordre de 2 à 3 kg. Mais le problème commence avec le fait... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ceci correspond à un réel besoin? Bien entendu. Et deuxièmement, ça se complique par le fait que la variabilité interindividuelle est colossale. Ici, vous avez l'évolution du métabolisme de repos mesurée chez des femmes en bonne santé, puisqu'il s'agit du West End de Londres, et vous voyez qu'on peut répartir ces femmes en 2 catégories, des femmes qui vont augmenter leurs dépenses énergétiques très précocement au cours de la grossesse, et au contraire des femmes qui ont une évolution en termes de dépenses énergétiques qui est biphasique, commençant par réduire leurs dépenses, puis l'augmentant secondairement, mais évidemment avec une aire sous la courbe qui est complètement différente. Ici, vous avez le coût
total de la grossesse tel qu'il est estimé par Eaton and Leach en 1971, et vous avez ici l'économie que représente quotidiennement cette adaptation métabolique, donc chez des femmes qui sont plutôt économes. La seule chose on est incapable de prédire ça. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'ici, ce sont plutôt des femmes minces. C'est le seul paramètre qui semble lié à cette réponse métabolique. Le deuxième point d'extrême variabilité, c'est également le développement de la masse grasse au cours de la grossesse. Vous voyez que, par exemple, en Suède, alors je vous ai montré un total de coûts énergétiques pour des pays européens comme la France de 60 000, 70 000 kilocalories, mais en Suède, on a des coûts totaux qui sont de 80 000 à 90 000 kilocalories. Et les bébés sont aussi en aussi bonne santé qu'en France. Et vous voyez que ça peut aller d'une perte de masse grasse à un gain considérable de 12 kg. Donc là encore, même si l'on voulait recommander quelque chose en termes de consommation d'énergie, on serait extrêmement embarrassé parce qu'on est dans l'incapacité de prédire la réaction individuelle. Et puis, ce gain de masse grasse, en plus, il ne semble pas avoir un grand intérêt pour le développement fœtal, puisque vous voyez, vous n'avez aucune relation entre le gain de masse grasse et le poids de naissance. Alors en pratique, puisqu'on ne peut pas faire de recommandations simples en matière de consommation d'énergie, on va s'appuyer sur le risque. Et on retrouve la courbe en U, et vous voyez ici la réduction progressive de la mortalité périnatale en fonction du gain pondéral chez les femmes les plus maigres. Et ici, vous avez le pourcentage de petits poids de naissance en fonction, là aussi, du gain pondéral chez les femmes, ici, par exemple, les plus grasses. Et vous voyez qu'on a une augmentation rapide du petit poids de naissance pour un gain pondéral au-delà de 10 kg chez des femmes obèses. Et donc, ça a permis à l'Institut de médecine de faire des recommandations de cibles qui, pour l'instant, même si ce rapport de 2009 confirme celui de 90, font l'objet de critiques, d'un certain nombre de critiques. On peut penser que cette valeur ici est surestimée en particulier. Alors, quelles conséquences ça a? Évidemment, on essaye simplement de cibler le poids pour lequel la prévalence ou la fréquence de la morbidité ou de la mortalité est la plus faible. Quelles conséquences ça peut avoir à long terme? Eh bien, Marie-Aline l'a déjà évoqué, il peut y avoir un phénomène d'empreinte avec une augmentation chez l'enfant de la masse grasse ou du BMI, de l'indice de Ketley, en fonction du gain pondéral de la mère au cours de la gestation. Ceci dit, des travaux récents qui utilisent une technique d'analyse qui consiste en fait à choisir un trait affectant un paramètre, un phénotype modifiable, comme par exemple la masse grasse ou l'indice de Ketley, montre que ici, la masse totale de l'enfant ségrège avec le variant et n'est pas affectée par la masse grasse maternelle. Donc en fait, il n'est pas impossible que dans cette situation, quand on contrôle pour le génotype de l'enfant, l'effet du gain de masse grasse n'existe pas. Pour le calcium, c'est relativement simple. Quand on mesure la densité minérale osseuse ou la teneur minérale osseuse avant la grossesse et au moment de la naissance, et 2 mois après postpartum, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucune modification, que ceci est lié en réalité à une adaptation très importante du métabolisme phosphocalcique au cours de la grossesse, avec en particulier l'augmentation de l'absorption du calcium. Par contre, il n'est pas impossible que l'administration de suppléments calciques à des femmes qui ont de base une consommation faible ait un effet nocif sur la minéralisation du calcium en entraînant une rupture du mécanisme d'adaptation. Quant à l'allaitement, vous voyez ici la concentration du calcium dans le lait maternel. Chez des femmes qui reçoivent un supplément de calcium ou pas, il n'y a aucune différence. Autrement dit, la minéralisation osseuse de l'enfant, le bilan calcique maternel et la production de calcium, l'excrétion de calcium dans le lait paraissent extrêmement robustes. Qu'en est-il de l'acide folique? Eh bien là, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une situation d'échec par rapport aux connaissances dont nous disposons.
Ici, c'est la fréquence des anencéphalies depuis l'introduction aux États-Unis d'acide folique dans un certain nombre d'aliments, dont les farines. Et ici, vous avez la relation linéaire jusqu'à un certain point, qui est de l'ordre de 400 microgrammes par jour, entre la prévalence des défauts de fermeture de tube neural et la consommation. Bien entendu, les pays européens sont en deçà de la consommation souhaitable. Et la recommandation actuelle est de supplémenter les femmes avec 400 microgrammes d'acide folique en commençant 4 semaines avant la conception et en poursuivant pendant 8 semaines. Cependant, ce niveau de prescription est discutable parce que vous voyez qu'ici, en fonction du temps, on atteint la teneur intra-érythrocytaire de folate à un temps qui est beaucoup plus tardif que le développement du système nerveux central. Et donc l'idéal serait de faire une prescription beaucoup plus élevée pour atteindre dans des délais réalistes par rapport au développement fœtal une concentration satisfaisante. Et alors, quand on regarde ce qui est dans la réalité, c'est là que je dis qu'on est en situation d'échec. Les femmes qui ne sont pas enceintes consomment assez peu de suppléments d'acide folique, et surtout les femmes qui sont enceintes consomment peu d'acide folique, puisque seulement 5% d'entre elles, 5 à 6% d'entre elles, consomment régulièrement une dose au moins équivalente à celle qui est recommandée. Donc en réalité, c'est une recommandation qui n'est pas du tout suivie. Et quand on s'intéresse à l'attitude du personnel soignant, en tout cas des médecins, eh bien on s'aperçoit que si le rôle que joue l'acide folique dans la différenciation du tube neural est bien connu, les doses sont déjà moins connues. Le fait qu'il faille commencer avant la conception est de moins connu encore. Et le traitement qu'il faut mettre en place pour éviter une récurrence est pratiquement inconnu. Donc nous avons non seulement un problème au niveau de la diffusion dans la population, mais un problème au niveau de la diffusion du savoir dans nos facultés. Enfin, le fer, là c'est un dernier exemple qui est l'illustration d'un contresens. Voilà, estimé par la méthode factorielle, le besoin en fer au cours de la grossesse. Vous voyez qu'il croît d'un facteur 4 à peu près du premier trimestre au dernier trimestre. Les agences qui établissent les recommandations estiment que son absorption varie entre 18 et 25%. Il s'agit bien sûr de fer non héminique, et ce qui entraîne un apport nutritionnel conseillé qui va jusqu'à 22 mg de fer par 24 heures au cours du dernier trimestre. Quand on regarde la consommation de fer de la population française, en moyenne de 11 mg par 24 heures chez les femmes, on peut penser que si le besoin ici est exact, toutes les femmes sont carencées, ou ont un risque en tout cas de carence. C'est sans compter, là encore, sur le fait qu'il y a une adaptation métabolique qui apparaît au cours de la grossesse, mesurée par double isotope, avec une absorption du fer qui atteint presque 70% au cours des dernières semaines de gestation. Quand vous utilisez ces valeurs et que vous l'appliquez à une alimentation variée comme on en connaît dans les pays d'Europe occidentale, vous arrivez au fait qu'une femme, grâce à cette adaptation métabolique et avec une alimentation variée, est parfaitement capable d'équilibrer son budget de fer au cours de couvrir ses besoins au cours de la gestation. Autrement dit, il n'est pas utile pour une femme normale qui n'a pas de carence, bien entendu, ou de déficit en commençant sa grossesse, il n'est pas utile de prescrire systématiquement du fer. Maintenant, quels sont les risques en cas de carence? Vous voyez ici un travail fait par Teresa Scholl, anémie au cours du premier trimestre. Il y a deux situations, soit elle est liée à une carence en fer, soit elle a une autre origine et pas d'anémie. Vous voyez que le risque ici d'avoir un petit poids de naissance lorsqu'on a une anémie par carence en fer est de l'ordre de 2 à 3 et que le risque de prématurité est de l'ordre de 4 à peu près. Maintenant, la même chose au cours du dernier trimestre, carence en fer, pas de carence, pas d'anémie. Eh bien, l'anémie par carence martiale au cours du dernier trimestre n'a aucune incidence sur le poids de naissance ou la prématurité. Autrement dit, là encore, la prescription systématique de fer en fin de grossesse n'a pas l'air d'être très pertinente. Par contre,
il existe une relation inverse entre le niveau de ferritine avant 20 semaines, donc précocement, et le développement de la vascularisation placentaire, qui pourrait être justement un facteur perdurant au cours de la grossesse. Et ceci m'amène simplement à dire que la situation qui est celle d'aujourd'hui, où on ne se préoccupe de ce nutriment qu'en fin de grossesse, est tout à fait déplacée, puisqu'il faudrait en réalité intégrer l'ensemble des événements de la grossesse, et que, en réalité, ce qui se passe avant la grossesse en termes nutritionnels, on l'a vu, ça a été illustré depuis ce matin, peut avoir un impact sur la fertilité, sur l'anidation, le fait d'avoir des fausses couches ou non. Un article récent a incriminé la vitamine D, par exemple, comme un agent possible de fausses couches récurrentes. Et je voudrais insister sur le fait qu'aux États-Unis est apparue depuis quelques années l'idée qu'en réalité, il faut mettre en place un système de prise en charge nutritionnelle préconceptionnelle, que le moment où nous intervenons habituellement n'est ni opportun ni approprié, et éventuellement peut-être dangereux, que nous sommes en situation d'échec vis-à-vis de quelque chose que pourtant nous connaissons bien, que d'autre part, à travers l'Europe, il y a d'autres soucis comme des régions, par exemple en Allemagne, où la disponibilité de l'iode dans l'alimentation n'est pas optimale. Et je voudrais juste, puisque j'ai quelques mots, quelques minutes, juste conclure là-dessus. Mon sentiment est qu'il faut préférer, pour essayer de résoudre ces questions, qui aujourd'hui reposent sur une démarche personnelle de la femme qui souhaite avoir une grossesse vis-à-vis d'un clinicien ou d'un médecin compétent. Je pense que cette attitude est vouée à l'échec, même si on arrivait à la généraliser, même si on arrivait à augmenter le niveau de connaissance des médecins et à diffuser cette information dans la population. Je pense que cette situation ne serait pas la plus favorable. Et je prends comme exemple l'histoire du rachitisme, de la prévention du rachitisme chez l'enfant. Dans les années, à la fin des années 60, au milieu des années 60 ou à la fin des années 60, Pierre Royer a rédigé une directive, si je puis dire, décrivant complètement les modalités de prévention du rachitisme par la prescription de vitamine D à l'enfant. Et en fait, le rachitisme a perduré. Et ça n'est qu'à partir des années, du milieu des années 70 et de la fin des années 70, quand Jean Rey a rendu obligatoire l'enrichissement des préparations pour nourrissons en vitamine D, que le rachitisme a disparu. Merci de votre attention.